Peux-tu t'aider avec Frank? Pas s'aider avec Frank. Peely. Ok. Je peux se pointer à l'autre, c'est pour ça. Ok, ready? Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Un podcast gagnant avec Frank. Peely. Puis guess what? C'est du mal tout en shit. Ok. C'est-tu moi qui dis ça? Je crois, oui. C'est toi qui dis, puis guess what? Moi je dis, c'est du mal tout en shit. Je pense que oui. Right on. Yeah. Ok. Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Un podcast gagnant avec Frank. Peely. Puis guess what? C'est du mal tout en shit? Je crois, oui. Right on. Bonjour tout le monde, bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses, épisode 62. Sais-tu quoi ce qui est encore plus spécial que l'épisode 62? Moi, je peux guesser. Hein? C'est 2 ans, ça fait 2 ans qu'on fait le podcast. Yeah, c'est une 2-year anniversary, ça fait une semaine, ben on va le dire right now. C'est ça, ouais. Je sais pas ce que c'est 2-year anniversary, comme on est disposé s'acheter comme des diamonds ou comme... Non, c'est des pearls. But anyways, c'est des pearls. Moving along. L'épisode d'aujourd'hui est sponsored par Acadipod. Qu'est-ce que Acadipod, Frank? Acadipod, c'est un agglomerate de différents podcasts acadiens. C'est ça que c'est. Sponsor pour ça. Puis, ouais, vous allez voir sur acadipod.ca aussi. Yep. Puis, sur tout ça, tous les différents podcasts acadiens. Il y en a over 3. Il y en a plus que 3. Il y en a plus que 10, je crois. C'est ça, ouais. All right. Aujourd'hui, allons parler avec le monsieur en question. L'homme, la mythe, la légende. Kevin Cormier, bienvenue. Merci d'avoir accepté de nous. Ce que t'en penses. Rien là, les gars. C'est nice de faire partie de votre projet, votre podcast. Puis c'est super cool que vous faites ça. Merci. So, Kevin, on va starter ça comme ceci. Moi puis toi, nous trois, on se connaît, ça fait longtemps. On était à l'école ensemble. Moi puis toi, on a joué au hockey ensemble. Après que j'ai fini de jouer au hockey ou après que j'ai gradué high school, c'était basically ça. Pas la fin de notre relation, mais c'est la fin de, tu sais, moi, j'étais au collège, toi, qu'on a joué au hockey. Puis là, j'ai keepé tab sur toi un petit peu. Mais là, tu sais, t'attends des histoires. J'attendais, tu sais, Kevin, il y a eu des ups and downs. Puis la raison qu'on vous laisse sur le podcast, c'est pour que tu peux conter ton histoire. Puis aussi, pour le monde qui ne connaît pas, puis tu startais, tu sais, juste tu viens de, qu'est-ce que ton nom? Start de là, puis là, we'll go from there. Right on. OK, ben mon nom, c'est Kevin Cormier, j'ai 35 ans. Je viens de Cap-Pelé, Nouveau-Brunswick. Puis, comme que tu as dit, on a joué au hockey ensemble. Je pense qu'on a joué 1 an ou 2 ans high school avec les Patriotes de LGA. Puis, ensuite de ça, moi, j'ai continué ma carrière de hockey. J'étais à Halifax. J'ai joué 3 ans pour les Moussettes d'Halifax. Puis, je veux dire que pendant ces 3 ans-là, c'était des années qui ont bâti une après l'autre. J'ai commencé comme recrue, évidemment. Puis, ma deuxième année, j'ai pogné de la confiance dans ce que je faisais. Puis, j'ai pogné beaucoup plus de confiance ma dernière saison. Puis, ma dernière saison m'a donné l'opportunité de me faire repêcher dans la Ligue nationale par les Coyotes de Phoenix en 2004. Puis, où que je pensais que ça allait être l'événement le plus merveilleux de ma vie, ça a endé up à être l'événement qui a commencé mon downfall, comme on dit en Acadie. Quand j'arrivais à Phoenix, je me suis aperçu que j'étais pas mal hanché, puis je faisais quand même bien dans mon premier camp d'entraînement, jusqu'à ce que je subisse ma première blessure à mon coude gauche. Puis après ma première blessure, j'ai eu des problèmes avec mon coude. J'ai eu 4 chirurgies dans l'espace de 6 mois. Puis c'est là que je m'ai fait introduire à ma première drogue, les antidouleurs. Je pense que Lee, quand on joue à high school ensemble, je ne sais pas un qui a jamais dablé de la drogue. J'ai jamais, pour moi, la drogue, c'était 0, puis c'était la même chose quand je jouais junior. Je n'avais jamais fait de drogue plus que ça. Puis les pilules pour la douleur, c'est les premières pilules que j'ai touchées. Puis en grandissant, toi, Kevin, tu sais, tu es venu d'une bonne famille, tu sais, tes parents, je les connais bien. Il n'y avait pas de drogue puis d'alcool de la maison puis des choses de même. Ce que je veux dire, c'est pas là que tu as pris ça, là. Non, exactement. C'est comme... T'entends d'autres histoires de personnes qui sont en addiction, puis
ils disent, ouais, ben moi, ben, j'ai grandi dans ça. So, comme, obviously, je vais tomber dans cette arrête-là. Puis moi, j'ai vu mes parents faire ceci, puis j'ai vu mes parents faire ça. Puis c'est pour ça que moi, j'ai tombé dans la drogue. But moi, c'était comme exactement le contraire. Pour moi, c'était non depuis le temps que j'étais jeune. J'ai jamais consommé de drogue quand j'étais jeune parce que c'est pas que c'était interdit chez nous. Oui, c'était interdit, mais comme c'était pas around mon entourage. So, c'est avec ma première drogue que j'ai consommée, c'était les antidouleurs. Puis j'ai vraiment trouvé ça tough à être capable de dealer avec le stress d'être un joueur de hockey professionnel puis arrêter ces pilules-là tout seul. Comme j'ai dit, ma première année à Phoenix, j'ai pogné de la confiance, puis après ça, j'ai pogné de la confiance, mais ça est venu au point que le stress puis tout le stuff que je dealais avec, je n'étais plus capable de dealer avec. So, les choses ont venu de pire en pire. Puis avec l'addiction, quand tu commences à consommer, ben, la tolérance que tu as aux pilules vient de plus grosse en plus grosse. Aussi que, mettons qu'il te faut 2 pilules, ben, dans 3 mois, il t'en faut 3, puis après ça, il t'en faut 4. Puis, fait que... Savais-tu que tu avais un problème à ce point-là, Kevin? Non. Ben, je dis... oui, aujourd'hui, je savais que j'avais un problème, mais dans ce temps-là, je ne savais pas. Si tu vas back à ce temps-là de ta vie. Non, je ne pensais pas que j'avais un problème. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Le mélange d'avoir l'attention du sexe opposé, le mélange d'avoir de l'argent dans tes poches, le mélange d'avoir la gloire d'être un athlète professionnel, puis le mélange de ces pilules-là qui me faisaient sentir invisible, c'était comme... Quand tu dis invisible, Kevin, veux-tu dire comme invincible? Comme... Ouais, je pensais que peu importe ce que je pourrais faire, il n'y a rien qui pourrait m'arrêter. Puis je me disais, même si que je me fais arrêter par la police, ben, j'ai juste besoin de jouer ma carte. Je suis un joueur de hockey professionnel, puis ça m'a déjà sorti du trouble. So, c'est peut-être pour ça que j'ai senti invisible, parce qu'il y a plusieurs fois que il y a un scénario qui est arrivé que je m'ai fait arrêter par la police. Puis j'ai juste dit que j'étais un repêché des Coyotes de Phoenix. Puis le gars m'a redonné ma carte. Puis il m'a juste souhaité une bonne journée. Puis il dit fais attention. Fait que moi, à 20 ans, dans ma tête, j'étais comme OK, ben, je suis intouchable. Là. Mais s'il avait décidé de fouiller le char, ben, il aurait trouvé des pilules, puis du pot, puis tu sais, comme n'importe quel autre criminel. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que le monde comprend aussi. C'est une fois que tu t'es fait repêcher par Phoenix, puis t'as signé un contrat, c'est ça? Puis là, tu as eu comme un peu comme un signing bonus. Tu as eu de l'argent qu'on appelle par ici upfront. Tu as eu de l'argent déjà avec toi. Ça, si je peux voir que ce montant d'argent-là pour avoir 19-20 ans, puis tu as tout cet argent-là avec toi, c'est sûr que anything que tu veux faire, tu peux le faire. Oui, c'est un bon point aussi, parce qu'il n'y avait pas de limite. On suivait les gars de la team, puis des repas à 200-300$, puis des bouteilles de vin, puis tout flyait, puis c'est comme... C'est un autre monde. C'est un monde que moi, je n'étais pas habitué. Puis il y a le monde qui dit tu joues NHL, puis tu fais des millions. Ben, les millions que tu fais, ou la personne fait, là, ben, au début de ça, il faut qu'une personne soit vraiment disciplinée. Parce que si une personne n'est pas disciplinée, il peut se laisser aller par les petites affaires de la vie, comme l'attention des femmes, puis l'argent, puis la drogue, puis la discipline de s'entraîner, puis être un athlète professionnel. Fait qu'il faut vraiment que tu sois, comme qui dit, walk the line. Il faut vraiment que tu sois discipliné. Là. Y avait-tu du support available, Kevin? Comme, y avait-tu du monde qui savait sur la team ou quelque chose que... Comme que Kevin, je ne suis pas sûr, c'est qu'il is walking the line. Ce que je veux dire, Kevin est sur des piles. Ou le monde pouvait te dire, tu étais sur quoi? Non, c'était... numéro 1, j'avais l'argent. First of all, mes 2 premières années à Phoenix, je n'ai pas acheté une pilule. Tout était prescrit.
J'avais réussi à manipuler un médecin. J'échangeais deux billets de hockey pour une prescription de pilule. Ça fait, avec ça, puis un autre dentiste, puis les médecins qui m'avaient opéré, j'avais des prescriptions assez pour me soutenir dans mon addiction. Fait que mes deux années que j'ai resté à Phoenix, je n'ai pas acheté de pilule, mais c'est... Ouais, tu avais des prescriptions de différentes personnes. Right. OK. So, c'était-tu qu'il y a une personne qui arrête de te donner, puis tu allais voir l'autre personne puis t'en prescrire? Oui. Puis, À one point, il y a un docteur qui était comme, je ne peux plus te donner, là. Non, il n'y a personne qui voulait pas qu'il y a personne qui voulait me désappointer, mais je disais que j'avais du mal, puis je disais qu'à cause que j'étais bagarreur, que je m'avais cassé le doigt, puis je m'avais fait mal au doigt, puis j'avais mal à la main, puis j'avais mangé un coup sur le nez. Ça fait que la personne devait savoir que j'étais en addiction. Ouais. Puis pour répondre à ta question, pour répondre à ta question par rapport à ce que le monde savait, il y a des types de drogues que tu peux prendre comme la cocaïne ou l'alcool que le monde ne s'en aperçoit vraiment facile parce que c'est soit que tu vas monter les murs ou c'est soit que tu vas sentir la boisson. Avec ces pilules-là, c'est presque impossible à t'en apercevoir. Puis, j'étais bon à le cacher. La seule affaire qui a commencé à nourrir, c'était que ma performance sur la glace a commencé à diminuer. Numéro 1, parce que je ne jouais pas, j'étais tout le temps blessé. Avec mes chirurgies au coude que j'ai eues, moi, j'ai resté là, puis les autres ont continué à monter la butte. Ça fait, le monde parlait moins de Kevin Cormier, puis moi, je m'en apercevais. Alors, ça fait en sorte que ça, c'était du stress qui m'a pas aidé à ralentir. Ça a augmenté mon addiction. Puis ça, je laisse encore à Phoenix parce qu'une fois rendu au New Jersey, c'est que c'était complètement une différente histoire. À Phoenix, personne ne savait. Il n'y a personne qui savait, puis j'étais capable de le cacher comme il faut. Quand je m'ai fait échanger au New Jersey, dans ma tête, je m'ai dit, OK, c'est une nouvelle étape de ma vie. Je ne touche plus ces pilules-là. Puis là, je ne comprenais pas encore vraiment l'addiction. Mais je l'ai compris assez vite parce que dans l'avion, j'ai commencé à sentir pour la première fois du sevrage, du withdrawal. Ouais. Je ne savais pas c'était quoi le withdrawal. J'ai commencé à suer, puis je me disais, il fait donc bien chaud dans l'avion. J'ai commencé à avoir mal aux jointures, puis j'avais mal partout. Puis là, je réalisais, je me dis, hey, j'ai hâte que la plane arrête, que j'aille dans mes bagages, ramasser les pilules. Mais là, j'avais peut-être des pilules pour 2-3 jours. Hein, puis c'est juste quand j'avais plus de pilules, puis je m'ai dit, OK, je vais juste arrêter de les prendre, que là, l'étape de ma vie a commencé, que j'avais plus le choix de les acheter. Parce que là, j'avais plus de blessures, j'avais plus de médecin à qui je pouvais aller voir pour des prescriptions. Alors, c'est là que j'ai commencé à les acheter. Pour continuer un petit peu avec New Jersey, comment est-ce que tu te sentais quand tu t'as fait trader? Tu as parlé que c'était une nouvelle étape de ta vie. Étais-tu fier de partir de Phoenix puis commencer cette étape-là? Ou te disais-tu, je sais pas, c'est une autre classe pour est-ce que je pourrais continuer cette addiction-là? Non, mon objectif, que je devrais dire, était d'arrêter. Je savais que je commençais à réaliser comme hey, tu es un petit peu plus dépendant, puis tu en utilises beaucoup plus, puis tu commences à mélanger. Parce qu'au début, je ne mélangeais pas l'alcool avec les pilules parce que le médecin ne me l'avait pas dit. Mais là, j'ai commencé à réaliser que si que je mélangeais l'alcool avec les pilules, que ça me faisait un petit buzz de plus. So, là, je commençais à mélanger avec l'alcool. Puis ça, c'est vraiment dangereux. Si ça ne met pas d'alcool sur la bouteille, c'est pour une raison. Là. Le mélange des deux, là, il y a certaines antidouleurs qui c'est mortel là, si tu fais ça. Là. Puis, quand j'arrive à New Jersey, mon but était d'arrêter, mais je n'ai pas arrêté. Ça a juste continué à venir pire. Puis, le monde commençait peut-être à s'en apercevoir qu'il y a quelque chose qui louchait de mon côté. Comme, il y a quoi qui ne marche pas avec Kevin. Là. Il y a des affaires qui vont on. But,
arrivé à New Jersey, c'est comme si tout le monde commençait à zéro. Il n'y a plus personne qui me doutait de rien. So, c'était dans le fond, c'était comme du monde que je pouvais commencer à zéro à manipuler. Puis je pouvais compter les mêmes histoires qui ne passaient plus vraiment à Phoenix. Qu'est-ce que était ta pile de choice, comme de choix? Oh, j'en avais 2 ou 3 qui étaient les pilules que j'utilisais le plus. C'était les hydromorphes, les oxy, contents, puis les Dilaudid. Les Dilaudid en français, je ne sais pas comment le dire. Là, mais... non, le monde sait quoi ce que c'est. Ouais, les Dilaudid, oui. Les Dilaudid, oui, c'est ça. Ouais, on avait entendu parler ici de quoi tu en penses. On fait un petit peu de recherche, puis on avait été voir les autres vidéos que tu avais fait. Entre autres, une entrevue que tu avais donnée avec Radio-Canada, puis tu avais parlé un peu de Lou Lamoriello. On voit Lou Lamoriello, ça paraît un gars de la mafia, c'est un gars qui est sérieux, c'est un gars qui est vraiment comme, on va dire, qui est vraiment straight. Là. Comment est-ce que lui a influencé un petit peu ton passage à New Jersey? Lui, il a vraiment été correct avec moi jusqu'à ma dernière. Ben, il a toujours été correct avec moi, mais comme c'est un gars comme he's been around, c'est pas son premier rodéo, puis il en a vu plusieurs. Puis après 2 ans, après 2 autres années d'autodestruction au New Jersey, puis de belles paroles, puis oui, je m'entraîne, puis oui, je fais ceci, puis oui, je fais ça, ben. Puis derrière la porte, ben, je ne fais pas ça du tout. Puis je sors tous les soirs, puis je me couche en buvant, puis je me réveille, puis je commence à boire, puis je consomme des pilules. Une des dernières rencontres que j'ai eues avec Lou Lamoriello, il m'a dit dans toute ma carrière, il dit t'es sûrement un des gars les plus manipulateurs que j'ai rencontrés. Puis ça m'a ouvert les yeux. Parce que lui, il ne va pas par 2 chemins. Là. C'est comme, tu vas voir la vérité de lui, que ça soit bonne ou mauvaise. Puis, j'ai dit, c'est là que la Ligue nationale a payé pour que j'aille au centre de rehab en Floride pour 3 mois. Je ne m'en souviens plus de l'année, mais dans ma tête, j'avais juste un problème de pilules. Dans ma tête, je me disais, j'arrête les pilules, ben, je suis capable de contrôler ma boisson parce que ça n'a jamais été un problème. Mais la Ligue nationale a payé, je ne sais pas comment, 1000 piastres pour que j'aille en Floride pour 3 mois, pour que je reste là. Puis la première chose que j'ai fait quand j'ai arrivé à l'aéroport, après ma thérapie de 3 mois, c'est que je m'ai commandé un double rum and coke. Puis mon vol a été retardé de 2 heures, fait qu'un a viré en 2, puis 2 en 3, puis 3 en 4. Puis je m'ai réveillé le lendemain matin avec un mal de tête au New Jersey. Puis la première affaire que j'ai fait pour passer au mal de tête, c'est que j'ai appelé mon dealer. Parce que là, je n'avais plus de prescription. Je m'avais trouvé un dealer qui était capable de m'avoir pas mal tout ça que je voulais. Fait que après m'avoir trouvé un dealer, c'est là que je m'ai dit comme je peux tout avoir ce que je veux, comme, que ce soit de l'hydromorphe, que ce soit des oxy, que ce soit des Dilaudid. Tout était à la portée de la main. Puis, ma situation financière dans le temps me permettait de consommer sans avoir d'effets secondaires. So, à ce temps-là, Kevin, qu'est-ce que était ta relation avec tes parents? Puis, obviously, il y avait un inkling que tu étais à rehab pour 3 mois. J'assume qu'ils savaient que tu avais été là. Qu'est-ce que était ta relation avec tes parents dans ce temps-là? Je vais vous dire que je m'en souviens encore de la journée où j'ai annoncé à mes parents que j'avais un problème de drogue puis il fallait que j'aille au rehab. J'étais dans un hôtel, puis je l'ai dit à mon frère le premier. Puis Patrice m'a dit, il dit, Kevin, il faut que tu le dises à Maman et Dad parce que il dit, moi, le next time que je vais lui parler, ils vont savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. So, quand j'ai hang up avec Patrice, j'ai appelé ma mère et mon père, puis je lui ai dit que ça faisait 4 ans que je consommais des antidouleurs, que personne ne le savait, mais que j'avais presque fait un overdose dans l'avion, puis que j'avais tout avoué à mon coach. Puis ça, c'était 4-5 jours avant. Même après mon overdose, même après ma rencontre avec Lou Lamoriello, même après d'avoir fait des démarches pour aller en rehab, je n'avais quand même pas appelé mes parents. C'était comme la dernière étape parce que je savais que mes parents avaient beaucoup d'amour pour moi. Je savais que mes parents croyaient en moi. Puis une affaire qui
qui est mauvais par rapport à quelqu'un qui manipule, c'est qu'il va essayer de cacher tout. Fait qu'à chaque fois que je parlais à mes parents, moi j'étais à Phoenix ou à New Jersey, eux étaient au Nouveau-Brunswick. Kevin, comment ça va? Ah, ça va super bien, ouais, ça a bien été. Ah, ouais, ouais. Des belles paroles, des belles paroles. In the meantime, j'étais en train de fumer un joint ou j'étais en train de me préparer pour consommer ma pilule ou je suis en train de boire. C'était tout comme des affaires de même que je pense à cette heure, puis je me dis, comme tu penses que tu es en train de les mentir, mais tu te mentais toi-même. C'était moi le seul que je suis en train de mentir. Ouais, tu as parlé un petit peu de Patrice. On le rappelle, Patrice qui il joue encore de la KHL là-bas C'est au Kazakhstan, qui? en Kazakhstan qui est rendu, Non, je Patrice? joue avec, je ne sais même pas comment prononcer le nom de l'équipe. Ça commence par A. Il y a beaucoup de Z, il y a beaucoup de K. Automobiliste ou. OK, oui, c'est vrai. Ouais. Puis lui, était-tu au courant un peu, pouvais-tu relater un petit peu plus, étant un hockeyeur lui aussi, puis qui connaissait un peu les ins and outs de qu'est-ce qu'étaient tu sais, les gars qui étaient autour de lui qui auraient pu faire la même chose, ou en parlais-tu avec lui ce temps-là? Ou... Non, parce que Patrice, dans le camp, il jouait junior. Patrice n'était pas encore rendu professionnel. Patrice était à Rimouski, puis Patrice était comme. Junior, c'est une différente game que professionnel. Junior, tu n'as pas grand. Premièrement, tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu ne fais pas d'argent junior. C'est comme. Tu as 16, 17, 18 ans, puis tu restes avec une famille. Tu n'as pas vraiment de responsabilité comme telle, sauf jouer au hockey. So, Patrice ne savait pas. On se parlait, mais il ne savait de rien. Puis la relation avec mes parents, at the time, quand ça arrivait, mes parents m'ont supporté. Mes parents étaient déçus, évidemment, que j'ai commencé à consommer, puis toutes les affaires-là. Mais j'ai eu le support de mes parents à 100% pour aller voir pour de l'aide. Mes parents ne voulaient pas que rien de mauvais m'arrive. Mes parents ne m'ont pas juste mis à la porte. Mais j'ai pris avantage du support plus que les années ont passé. J'ai pas resté clean, j'ai pas resté sobre. Fait que j'ai perdu la confiance de mes parents après plusieurs années. OK. So là, tu es encore à New Jersey. OK, tu as fini ton rehab, tu vas back à New Jersey. Qu'est-ce qui arrive après ça? Ils te gardent dans-tu, ils laissent-tu aller? Qu'est-ce que ça passe après ça? Après d'avoir arrivé du rehab, j'avais encore mon contrat. J'étais encore supposé de rester au New Jersey. Mais après avoir pas consommé pour 3 mois, puis après ça, bien qu'avoir tombé dans les pilules, après 3 mois, j'ai réalisé que je me faisais plus de mal que de bien de rester là, puis ça ne me tentait plus de jouer au hockey anyway. Comme ça ne me tentait plus de me battre, puis je voyais tout le monde que j'avais joué contre junior. Comme j'ai dit, ce monde-là montait la pente, puis moi, je restais là ou même que je descendais parce que j'étais tout le temps gelé. J'ai commencé à avoir des doutes de mon potentiel comme bagarreur. Fait que j'ai décidé de prendre ma retraite du hockey professionnel, puis déménager au Nouveau-Brunswick de nouveau. Puis, tu l'as mentionné, mais comme carrière de fighter, c'est pas quoi qui est facile. Non, c'est assez stressant. Je pense, je sais pas si c'est toi qui a dit ça ou quelqu'un d'autre dans le passé que je me rappelle. C'est ta job de te battre. Des fois, tu te bats contre quelqu'un, tu le haïs pas, c'est ta job, il faut t'aller te battre. C'est pas tout dans la fun. Non. Ce que je veux dire, puis t'es prone à injuries, à casser des doigts ou des mains ou des dents. Ouais. Ouais. Les 3/4 des gars qui sont des bagarreurs sont vraiment des personnes gentilles. Là. Comme hors glace, là, c'est vraiment comme des personnes super. Il y en a plusieurs que je parlais même après les games. Je donne un exemple de Jimmy Bonneau. Je m'ai battu contre Jimmy Bonneau peut-être 8 ou 9 fois dans ma carrière. Puis après les games, on se parlait. Puis des fois, eux restaient à Halifax. Nous autres, on restait où que lui jouait. Puis on sortait ensemble. Puis on avait des good times. Là. On savait qu'on avait un job à faire sur la glace. C'est pour ça que j'ai jamais été un bagarreur qui a pris avantage. Si un gars est à terre, tu ne frappes pas. Parce que si toi, tu tombes,
tu ne veux pas que le gars fiole dessus non plus. C'est comme un respect, un mutual respect que tu essaies de donner quand tu es un bagarreur. Tu disais comme, c'est des nice guys, comme, je veux dire en affaire pour toi, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu as tout eu une grosse personnalité, mais tu as tout été le nicest guy, ce que je veux dire. Tu n'avais pas un gros ego, tu n'avais pas, ce que je veux dire, là. Even though que je suis sûr que avec les piles puis tout ça, il y a probablement du stuff qui rentre dans la tête, puis tu penses, I'm indestructible, puis il n'y a personne qui peut m'enlever ce site. Ouais. But, non, c'est la même chose que moi j'ai à dire pour ça aussi. C'est une des dernières fois que je t'ai vu, on avait été à Montréal justement voir Patrice jouer. Puis quand on avait rentré, toi, t'étais lui qu'on suivait. Là. C'était comme, OK, ben, je sais que le restaurant là est bon, je sais que on va aller rester là, on est all right, on va se promener, on va aller voir. Après la game, je vais vous emmener voir Patrice. Comme de fait, on a pu rentrer drôle assez, c'était Evander King, qu'il n'y a personne qui pouvait qu'aller le voir. So, il nous a laissé rentrer avec lui. À cette heure, avec les choses qui se passent, ben, on comprend peut-être pourquoi il n'y a personne qui allait le voir. Parce que c'est une autre affaire on the side. Mais c'est juste pour dire, moi j'agree avec Lee que tu as quand même une grosse personnalité, mais quand tu vois Kevin, c'est tu files juste pour recevoir la bear hug. C'est juste de même qu'on file quand on te voit. Puis ensuite de ça, on a parlé de New Jersey, tu as pris ta retraite. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années-là, comme après ta retraite? Parce que là, tu avais quand même un support, veux pas, de la NHL ou des New Jersey Devils. Mais là, après ça, t'as-tu trouvé un peu sans support ou c'était-tu un petit peu plus difficile? Je veux dire que c'était difficile, ouais. Je vais vous dire que mon addiction a été pas mal dans 3 différentes phases. Phase 1 à Phoenix, où j'avais des pilules prescrites par le médecin. Phase 2 au New Jersey, mon addiction j'étais 4 ou 5 ans dans mon addiction. Fait que là, j'étais beaucoup plus tolérant, il m'en fallait plus. Il fallait que je me les achète, mais ma situation financière me permettait de les acheter et pas avoir d'effets secondaires. Puis phase 3, arrivé au Nouveau-Brunswick, un petit peu d'argent de reste de mes années de joueur au hockey, puis encore beaucoup plus accro qu'à Phoenix puis au New Jersey. Mais là, mon argent commençait à baisser. Puis, il fallait quand même que je supporte mon addiction. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire des affaires moins le fun pour consommer, comme manipuler, mentir, voler. J'ai volé de mes parents, j'ai volé de mes amis. J'avais une conjointe que je restais avec à Dieppe. À chaque chance que j'avais, si que je voyais un 20$, ben, c'était un 20$ que je ramassais. À chaque chance que j'avais de voler de quelqu'un, il n'y avait rien qui me passait par la tête autre qu'avoir de la drogue. Puis. So, ta conscience n'était pas là, ta drogue avait complètement pris over ta conscience. Comme la manière que vous m'avez comparé tantôt, que ma personnalité, puis quand vous me voyez, vous voulez me donner un bear hug, comme. Je sais que je suis une bonne personne, je sais que j'ai une bonne personnalité, mais la drogue, la consommation m'a quand même emporté à faire ces choses-là. J'ai volé du monde que j'aime, j'ai volé du monde qui m'a donné le plus d'amour, que ce soit mes parents, que ce soit mes grands-parents, mes amis, que ce soit des compagnies de capellés qui ont pris pitié de moi et ont dit « Hey, ce gars-là, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de trade, on va lui donner une job, on va essayer de l'engager pour lui donner une bonne position. » Non. La première opportunité que j'avais à brûler ces ponts-là, ben, je n'hésitais pas à brûler n'importe quel pont que j'avais pour être capable de m'acheter ma drogue. Qu'est-ce que était l'événement qui t'a déclenché peut-être comme OK, faut que j'arrête? J'assume c'est là que ça va. Là. Oui, c'est comme une histoire, c'est comme on est rendu à l'événement perturbateur. Ouais. Je vais vous dire que dans le milieu de mon addiction, j'avais brûlé beaucoup de ponts en capellé. Puis encore là, je n'étais pas prêt à admettre mes problèmes. Je ne voulais pas dire que
J'étais en addiction, je ne voulais pas aller au rehab, je ne voulais rien savoir de ça en tout. Fait que j'ai fait ce que n'importe quelle personne en addiction fait. J'ai décidé de fuir mes problèmes encore. Le premier appel que j'ai eu pour aller jouer de la Ligue nord-américaine de hockey, qui est la Ligue semi-pro à Québec avec Rivière-du-Loup, j'ai embarqué sur le train, puis j'ai été jouer au hockey à Rivière-du-Loup. Là, je jouais juste les fins de semaine. J'étais quand même au Nouveau-Brunswick la semaine. Je montais à Rivière-du-Loup les fins de semaine, puis je jouais 2 games. Là, je ne m'ai pas fait beaucoup d'amis à Rivière-du-Loup parce que ma personnalité, dans le temps, a quand même été là. J'étais pas vraiment du monde à Rivière-du-Loup non plus. Puis, quand je m'ai fait releasé par Rivière-du-Loup, puis signé par Saint-Georges, j'ai décidé de déménager à Saint-Georges-de-Beauce. Puis Saint-Georges, pour le monde qui ne savent pas, c'est à peu près une demi-heure des États. C'est à peu près 45 minutes de la ville de Québec. Puis ma première année à Saint-Georges, j'ai rencontré une fille là. Puis j'ai tombé en amour avec cette fille-là, même si elle était beaucoup plus jeune que moi. Puis on a eu 2 enfants ensemble. Puis je vais vous dire que ma réalisation que j'avais vraiment un problème puis il fallait de l'aide à arriver pas longtemps après parce que sa famille à elle a commencé à être impliquée parce qu'ils ont vu que je n'étais pas la même personne que j'étais au début, il y a des histoires qui sortaient à Saint-Georges que Kevin Cormier avait fait ceci, puis Kevin Cormier avait fait ça. Puis, alors, veut pas qu'ils se sont impliqués dans une relation. Ils ont juste essayé de protéger la fille que je sortais avec. Puis, c'était vraiment. Je me levais dans la nuit, sortir de l'argent sur sa carte de débit. Je m'ai fait prendre la volée de sa famille à elle. Il y a eu beaucoup de moments que j'aurais pu dire OK, j'ai besoin de l'aide, je vais pour de l'aide. Mais non, j'étais encore en denial, comme on dit par chez nous. Puis c'est juste un après-midi quand j'arrivais. Je prenais un cours au collège de ce temps-là parce que je voulais quand même essayer de prendre ma vie en main, même si je consommais. J'arrivais d'un cours au collège, puis mon logement était vide. Elle était partie avec les 2 enfants. Puis c'est là, quand je me retrouvais tout seul, que je m'ai dit qu'il fallait que je fasse un change. Je pense que c'est ça l'événement perturbateur qui m'a dit non, même pas là. Ça a pris au moins 2-3 mois avant que j'aille actually pour de l'aide. Parce que je ne voulais pas m'absenter de mes filles. Je voyais quand même mes filles une semaine sur 2. Moi, j'avais les filles pour une couple de jours, puis elle avait les filles pour une couple d'autres jours. Puis, mais notre relation, nous autres, était pas vraiment healthy parce que j'ai commencé à avoir des troubles avec la loi. Je m'ai fait prendre par la police à faire des vols. Puis ça, 2 ans passés, je n'allais jamais dit ceci. Mais la raison que je suis confortable de le dire, c'est parce que c'était pas Kevin Cormier qui a fait ça. Oui, c'était Kevin Cormier, mais c'était Kevin Cormier en addiction. Je sais la personne que je suis, puis je sais que être sobre, jamais que je ferais des choses comme ça. Après avoir eu des problèmes avec la loi, c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait vraiment que j'aille pour de l'aide. Puis c'est là que j'ai commencé à faire des démarches pour aller dans un centre de thérapie chrétien à Meroncook appelé Teen Challenge. C'est à partir de ça que c'est là que tu es tout de suite. Un peu à partir de ça que tu t'es rendu un peu au Québec avec les défis jeunesse, c'est ça? Oui. Défi jeunesse, c'est la version française de Teen Challenge. Mais avant de parler de défi jeunesse, j'aimerais juste de mettre un petit peu d'emphase sur mon année à Teen Challenge que j'ai passé. La manière que moi j'ai entendu parler de Teen Challenge, c'est vraiment ironique parce que la job que je fais tout de suite, c'est la manière que ma mère puis un ami de la famille a entendu parler de Teen Challenge. Puis je vais expliquer ça dans la minute. Ma mère puis l'ami de la famille, ils ont été à l'église Wesleyan à Moncton.
Puis, ils ont vu que Teen Challenge faisait un outreach. Un outreach, c'est une présentation, quelqu'un qui vient dire le témoignage. Puis, la personne a dit, hey, je connais un gars qui pourrait peut-être bénéficier de ce programme-là parce que moi, j'étais au Québec. La relation avec mes parents, c'était zéro puis une barre. On se parlait, mais il n'y avait pas de confiance. Là. Comme si j'aurais dit, si j'aurais appelé mes parents pour 100$, jamais de la vie que mes parents m'auraient envoyé 100$. Puis ils savaient très bien où que ce 100$-là allait aller. C'est quand ma mère a monté au Québec pour voir mes filles, puis je dis bien voir mes filles parce que ma mère montait au Québec, elle allait voir mes filles, mais elle ne venait pas me voir, puis je n'en veux pas. C'est pas comme j'allais faire la même affaire, là, comme j'étais pas du monde. Là, comme, elle aurait pu. Comme, c'était vraiment pas beau à voir. Dans le pire de mon addiction, là, j'étais vraiment dans un endroit sombre. Les pensées suicidaires n'ont vraiment jamais été là, juste parce que je savais que les blessures que j'allais faire autour de moi si jamais que j'allais arriver là. Mais j'ai eu beaucoup de nuits que je n'ai pas dormi et que je me disais comment est-ce que je m'en sors de ce site, comment que je vais être capable, comment est-ce que je vais faire pour avoir ma next fix, comment est-ce que je vais avoir mes pilules la prochaine fois. Puis quand ma mère a monté voir les filles, elle a venu me voir en même temps, puis elle m'a donné le pamphlet de Teen Challenge. Puis j'ai pris le pamphlet, puis je l'ai mis sur mon frigidaire, puis je ne l'ai pas touché pour presque 6 mois. Mais à chaque fois que je faisais le ménage, puis je faisais le ménage sur le dessus de mon frigidaire, je ne le jetais pas. Je disais, non, je ne vais pas le jeter, je vais le garder. Puis quand j'ai vraiment frappé le fond du baril, là, je venais juste de passer Noël tout seul, jour de l'an tout seul. On arrivait à la fin de janvier, la journée de ma fête, le 27 janvier 2020. C'est là que j'ai décidé de prendre ma vie en main puis faire un change. J'ai pris le téléphone puis j'ai appelé à Ontario pour faire des démarches pour rentrer à Teen Challenge. Ce n'est pas un petit procès pour rentrer à Teen Challenge parce qu'il faut que tu sois quand même sobre pour un bon moment avant de rentrer là. Tu ne peux pas rentrer là en sevrage parce que les autres autour de toi ne peuvent pas voir quelqu'un en sevrage. Ça fait que j'ai rentré au centre de désintox le 2 février. Puis le 2 février, c'est la dernière fois que j'ai consommé. J'ai consommé le matin, puis j'ai rentré l'après-midi au Detox à Moncton. J'ai rentré au centre de rehab à Teen Challenge le 11 de mars. J'ai resté au Detox du 2 aller jusqu'au, je pense, 2 ou 3 de mars. J'ai resté au Detox pour presque un mois. Ça, c'est 2000, quoi ça? 2020? 2020. 2020? 2020, ouais. Puis j'ai fait mon programme. Puis la deal était, mon père m'avait promis que à chaque 2-3 mois, qu'il allait monter à Québec chercher mes filles pour que je puisse voir mes filles. Parce qu'une des affaires qui m'arrêtait d'aller en thérapie pour un an, c'était que je n'allais pas voir mes filles pour un an. Puis ça, je trouvais ça tough. Je ne pouvais pas me mettre ça autour du cou et dire, hey, pas voir tes filles pour un an, comme, hey, ça va être longtemps. Fait que mon père m'a dit, garde, il dit, je te promets qu'à tous les 2-3 mois, je vais monter à Québec, chercher les filles, puis je vais te les emporter, tu peux les voir les fins de semaine, puis ça va être moins dur. Mais ça a donné que j'ai rentré le 11 de mars, puis le 13 de mars, ils ont fermé les borders du Nouveau-Brunswick et Québec. Fait que là, j'étais sûr de ne pas les voir parce que personne ne pouvait rentrer. Je ne pouvais pas rentrer. Je ne pouvais pas rentrer tout de suite. Ça a donné que je me levais les matins, puis je ne pouvais pas. Je me levais les matins, puis ma valise était pactée, mais je me disais, une autre journée. Reste une autre journée. Fait qu'une autre journée à tourner à une autre semaine à tourner à un autre mois. Puis après que j'ai passé les 6 mois, ça commençait à aller beaucoup mieux. Puis après 6 mois, j'ai commencé à avoir du progrès personnel dans toute ma vie personnelle, même la relation avec mes parents, parce que veux pas, après 2-3 mois que j'étais là, même si j'étais là pour 2-3 mois, mes parents ne faisaient pas confiance encore là, parce que j'étais en addiction pour quasiment 10 ans de ma vie, puis j'ai menti plusieurs fois. Alors, ça fait en sorte qu'il faut
faut que tu prennes du temps pour revenir de nouveau on the good side. Ouais, pour sûr. So, peux-tu nous parler un petit peu de ce programme-là? Qu'est-ce que tu faisais une fois que tu étais là? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour t'aider? Si tu es confortable. Premièrement, c'est un programme chrétien. Puis moi, je vais vous dire, je n'ai pas été là parce que c'était chrétien. Je n'ai pas décidé de devenir chrétien. J'ai un coup de tête. Moi, numéro 1, ça coûtait juste 1 000$ pour rentrer. Puis numéro 2, c'était 1 an. Puis moi, il me fallait un programme de 1 an parce que j'avais essayé le 30 jours, j'avais essayé le 3 mois. Pour moi, c'était un break. J'étais pas recovered, je restais juste sober. La différence après 1 an, oui, je suis sober, mais je suis recovered aussi. Comme, je ne dirais pas que je suis guéri parce que je sais que je dis que je suis guéri, là, c'est aussi que je laissais mes guards down. Puis je ne veux pas laisser mes guards down. Je veux toujours être aware de mon entourage. Je ne veux pas rien prendre pour acquis. Le programme a beaucoup été tough parce que tu ne veux pas, tu te lèves le matin puis tu entends tout le monde parler de Jésus, puis tu lis de ta Bible, puis il faut que tu fasses des dévotions. Et moi, ce n'était pas quelque chose que j'avais fait beaucoup dans ma vie. J'avais été à l'église quand j'étais plus jeune, l'église catholique. Moi, c'était plus parce que ma famille y allait que j'y allais. C'est pas parce que je voulais y aller. Puis quand j'ai vu assez pour faire ma propre décision, j'ai arrêté d'y aller. Mes 2-3 premières semaines là, je dirais même mes deux premiers mois, je watchais juste les autres faire. Mais à force d'entendre l'histoire des autres, puis à force de relier avec les autres, puis de voir ce que le Seigneur avait fait dans leur vie, mais j'ai dit, si ça marche pour eux, ça pourrait très bien marcher pour moi. Ça fait que c'est là que j'ai décidé vraiment d'ouvrir ma Bible, puis de lire les évangiles, puis les épîtres de Paul, puis de Matthieu, puis Luc, puis même dans le Nouveau Testament, des livres qui sont assez difficiles à comprendre. Fait que je m'achetais une Bible d'études qui explique ce que tu lis. Fait que là, tu comprends un petit peu plus. Puis avec une routine, je fais beaucoup de dévotion. Dévotion, c'est quelque chose que tu lis à chaque matin. Il y a comme une petite pensée pour chaque jour. Puis tu médites sur ça pour un peu. Puis moi, je vous en parle. Puis je vous en parle parce que c'est pas pour essayer de coaxer le monde de venir lire la Bible. Ça travaillait pour moi. Si tu m'avais parlé de ça 3 ans passés, jamais de la vie que j'aurais dit « Ah oui, j'ai besoin de ça dans ma vie ». Si tu m'avais parlé de Jésus 3 ans passés, j'aurais dit tu te mets le doigt dans l'œil parce que c'est pour moi, ça. Là. Mais 2 ans après, comme je suis là, je suis encore nouveau dans le christianisme. Je travaille encore, je lis encore la Bible. Il y a beaucoup d'affaires à apprendre de la Bible. C'est quand même un grand livre. Ouais, c'est un grand livre. Ouais, tu sais, comme Kevin, on s'est parlé l'autre soir pour comme 15-20 minutes, puis je t'ai demandé la question, j'ai dit, ça a-tu sauvé ta vie? Absolument. Tu as dit oui. Yeah. So, absolument. that's all I need to know. Ce que je veux dire. Ça va faire 2 ans, le 2 février, que je suis sobre. Je me sens bien. C'était difficile de faire face à la musique, faire face à la musique. Tout facer ma famille, la réalité, ma famille, mes amis, tout le monde qui croyait en moi, mais qui ne croyait plus en moi, qui croit de nouveau en moi. Il y a eu beaucoup de... Mon dernier 10 ans avant 2020, là, c'était beaucoup... il y a eu beaucoup de vagues. Il y a eu beaucoup de up and down. Je pense que c'est bien aussi parce que venant de Capelé aussi, on était à la garderie ensemble, on se connaît, ça fait vraiment longtemps. 35 ans. 33 ans. Quasiment, ouais. C'est ça que j'ai vu du monde de Capelé, c'est le monde s'inquiète de toi. Ils veulent que tu sois bien. Puis je pense qu'aujourd'hui, avec ce que tu viens juste de compter, le monde sait où est-ce que Kevin Cormier se situe. Le monde sait où est-ce que Kevin Cormier est tout de suite. Puis là, maintenant, on espère que le monde aura plus compris qu'est-ce que tu as passé à travers. Puis on jokait, on parlait du Tim Horton, mais c'est un peu ça que c'était. C'était les gens entendaient des bribes d'ici puis là.
soit à travers des médias ou à travers n'importe qui vraiment qu'on a entendu parler, c'est pas toujours sorti de la bouche de la personne, en tout cas. Mais là, on l'a. On l'a. Le cheval est là. Horse's mouth. Qu'est-ce que ta relation, Kevin, avec tes enfants, avec tes parents, avec tes amis? Premièrement, après mon année à Teen Challenge, à moitié chemin de mon année, la conseillère en addiction, la addiction counselor, m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire. Puis j'ai dit, j'ai pas d'idée. J'ai dit, moi, je suis un gars qui aime se décider à la dernière minute. J'ai dit, on s'en parlera de nouveau, mais qu'il reste un mois dans mon programme. Elle dit non, elle dit, c'est pas comme ça que ça marche. Elle dit, on va parler de ça tout de suite. Fait que j'ai dit, OK. Je vais pas signer avec elle. Oui, madame. J'ai dit, je sais pas ce que je vais faire. J'ai pas d'éducation plus que ça. J'ai pas de trade. Mais j'ai dit, une affaire que je veux faire pour sûr, c'est qu'après mon programme au Nouveau-Brunswick, je retourne au Québec. Parce que mes 2 enfants sont au Québec. Fait que là, elle dit, elle dit, regarde, c'est un début, c'est déjà un start. Ça. Tu sais que tu t'en vas à Québec. De là, tu peux essayer de commencer à figure out ce que tu veux faire une fois à Québec. Fait que là, comme j'ai dit, c'était à peu près moitié chemin dans mon programme. Ça fait, je voyais que la Bible, puis mes dévotions, puis les histoires que je lisais, que j'ai commencé à aimer ça, puis ça commençait à faire du sens. Sauf que je voulais continuer à grandir dans ma foi. Je voulais continuer je venais de me faire baptiser aussi. Je m'ai fait baptiser le 14 juin de la beach, où j'ai grandi derrière chez nous. Avec ma famille, une couple de mes parents étaient là, une couple de ma parenté était là aussi. C'était vraiment spécial. Fait que là, j'étais sûr que je voulais continuer à. Je ne voulais pas laisser ce que j'avais appris à Teen Challenge. Fait que là, j'ai su qu'il y avait un Teen Challenge en français appelé Défi Jeunesse à Québec. Fait que j'ai contacté M. Ronald Lucier, notre directeur. Puis c'est là que moi et M. Lucier, on a commencé à se parler à tous les 2 lundis. Puis pour 6 mois de temps, moi et M. Lucier, on s'en parlait pour 6 mois. Puis on s'est connus, on se parlait des fois 20 minutes, des fois une demi-heure, des fois 40 minutes. Il me disait comment était le programme. Moi, je disais comment était le programme au Nouveau-Brunswick. Lui faisait des comparaisons du programme à Québec. Fait que là, moi, j'y ai demandé savoir s'il accepterait que je commence le programme. Après mon programme au Nouveau-Brunswick, c'est que je commencerai comme un interne. Puis un interne, je vous explique vite, tu fais quand même partie du programme, mais tu as un petit peu plus de liberté. Tu as le droit d'avoir ton téléphone, tu as le droit de sortir les fins de semaine si tu fais une demande avant. Tu as plus de liberté parce que tu as fait ton programme déjà. J'arrivais à Québec avec mon diplôme du Nouveau-Brunswick. Alors, pour les premiers 5 mois, comme interne, j'ai eu chance à faire mes preuves. J'ai eu chance à montrer ce qu'était vraiment Kevin Cormier. J'ai eu chance à montrer mon potentiel, mon sens de leadership. Puis, je pense que Défi Jeunesse, puis la direction, ils ont vite vu que j'étais une personne qui pourrait aider le centre. Alors, le 1er novembre, qui est à peu près un mois passé, je m'ai fait embaucher par Défi Jeunesse comme représentant, puis leader en sensibilisation. Puis ça, je suis responsable pour ramasser des fonds pour le centre en travers de mon témoignage. La plupart des fonds que je vais ramasser, ça va être, je suis responsable de contacter des pasteurs des différentes églises du Québec, puis leur compter mon témoignage vite dans 10 minutes, puis leur dire, regarde, j'aimerais ça d'avoir l'opportunité d'aller dans votre église, présenter mon témoignage, puis le centre Défi Jeunesse à votre foule pour qu'il y ait plus de monde qui soit encouragé par l'addiction, parce que même si tu es dans la misère, tu peux t'en sortir. Puis moi, je suis la preuve parfaite que le centre Défi Jeunesse, puis Teen Challenge marche. Wow, ben félicitations. C'est pas un petit accomplissement que tu as fait là. Non, je veux dire que c'est même plus un gros accomplissement pour moi de se faire repêcher dans la Ligue nationale. Ouais, c'est quand même. Je suis beaucoup plus content tout de suite d'avoir une bonne job puis être capable d'aider les autres que j'étais quand je m'ai fait repêcher.
Puis, si le monde veut donner de l'argent ou faire des donations à Défi Jeunesse, comment est-ce qu'ils font ça? Tu es capable de donner en ligne si tu vas sur défijeunesse.org. Vous avez juste à suivre les directions une fois rendu sur le site web. Vous pourrez aussi m'envoyer un courriel pour savoir plus d'informations au cormier@défijeunesse.org. Puis aussi mon téléphone cellulaire, que si jamais il y a du monde même qui est en addiction puis qui ne veut pas que le monde sache, n'hésitez pas à m'appeler. J'ai passé au travers, puis il n'y a rien que vous pourriez me dire qui va me surprendre. Fait que mon numéro de téléphone, c'est le 506-850-3981. Ouais, c'est sûr qu'on mettra, excuse-moi, le numéro de téléphone puis le courriel en bas ici, juste pour faire sûr que le monde peut te contacter si le besoin est là. Pour sûr. Ouais. Ouais, Kevin, merci beaucoup de venir sur ce que tu en penses. On apprécie ton temps. On est vraiment fiers que tu as passé en travers. Oui, merci. Ce que je veux dire, on t'a tout aimé. Tu as beaucoup de chums. Il y a beaucoup de monde qui t'aime. Je suis sûr que le monde qui va écouter ce site va être fier d'entendre que tu apprêtes bien à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les gars. On ne peut pas te laisser aller. On ne peut pas te laisser aller sans jouer. Tu sais, comme on a parlé du stuff sérieux, on a parlé du stuff heart to heart. C'est vrai. Mais il faut qu'on joue une petite game parce que c'est ça que la tradition. C'est quoi ce que tu en penses? C'est quoi ce que tu en penses? Parce qu'on est un podcast acadien. Si tu es correct avec ça. So, c'est 5 questions basées sur l'Acadie à cause qu'on n'a pas un podcast acadien. So, on ne l'a pas décrit, mais tu as répété des questions. On va poser une couple de questions, puis on va voir. Je sais que Kevin connaît bien la musique, là, so on peut demander des questions de musique. So, on va commencer avec si tu sais. Avant qu'on starte avec la plus dure. OK. Juste parce que whatever que tu passes à travers, c'est déjà dur assez. Tu vas continuer dans la direction-là. So, on va te donner 3 choix. Qu'est-ce que est le vrai nom à Caillouche? So, Caillouche, lui, il n'a pas été né avec le nom Caillouche. Si oui, ça méritait pas mal bizarre. Mais son nom, c'est-tu A, Gérard, B, Robert ou C, Réginal? J'hésite entre Robert et Réginal, mais je pense que je vais aller avec Réginal. Wow! C'est bien ça. Ding, 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 ding. Tu l'as eu. Puis la raison, comme tu rappelles que c'est Réginal, lui? Il y a un checker qui a le même nom. Elton John, sauf vraiment, c'est Reginald Dwight. There you go. Ah ouais? Yeah, Elton John, c'est son nom. Yeah, so tu one for one so far. Puis on oublie de le dire parce que ça fait une heure qu'on n'a pas fait de podcast, mais la game ici, il faut être 3 sur 5 pour keeper ton status acadien. OK, good. Parce que là, je reste au Québec, fait que là, je veux que le monde va savoir que je suis quand même acadien. C'est ça. Tu veux garder still ton citizenship acadien. C'est ça. OK. So, question 2, Frank. Question 2, c'est moi qui ai posé la question hier. C'est toi qui question 2. OK, easy one. OK. Qu'est-ce que est la date de la fête de l'Acadie? La date de la fête de l'Acadie. Une de mes chansons préférées de Caillouche, le 15 août. Here you go. Ding, ding, ding. So far, t'es 2 pour 2. 2 pour 2. OK, Frank, ton turn. Ouais. Tu vois qu'on hésite beaucoup de nos voix. Là. On a préparé nos questions, là, mais on n'est pas sûr de ce qu'on va piquer. Là. So, on a parlé de Caillouche. Là, on a parlé à Petit Blanc du 15 août. On a 1755. Il y a un autre groupe qui vient à la tête. Ouais, il y a 1755. So, peux-tu nous nommer 2 des fondateurs de 1755? Roland et Johnny. Ouais, ding, 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 ding. There you go. There you go. So là, tu es 3 pour 3. Les 2 prochaines, c'est juste du gravy. C'est juste du extra. Tu as déjà eu ton Canadian Citizenship. Tu es correct. So, Lee, la question numéro 4. Oh my God. Frank, tu m'as dit la question about. C'est quoi about 1755? Puis c'est. Ils célèbrent quoi cette année? Oui, célèbrent quoi cette année? De quoi assez spécial? C'est-tu A, 50 000 disques vendus?
c'est-tu B, il avait sorti la 75e chanson, ou c'est-tu... J'ai-tu dit C? Non, B. Okay. C. C. Ouf! C, ça va faire 40 ans qu'il existait. Ça, c'est-tu A, B ou C? 50 000 albums vendus. Moi, je pense que c'est A. Oh, non, Non, pas cette fois-là. Ça fait 40 ans 40 ans qu'il existe. À peu près 40 ans qu'il existe. C'est de nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau, ouais. Ah, j'ai pensé, il ne mettrait pas C 2 fois, c'est pour ça que j'ai dit A. C'est comme les Scantron, hein, quand c'était à l'école. Oui, oui. À un moment donné, Les gens multiples. Oh. exactement. Sur la dernière question, oui. La dernière question, c'est AUC, ça c'est un bon chat. AUC que le premier drapeau, ou qui c'est? Qui a maintenant le drapeau original de l'Acadie. Est-ce qu'il est situé ce drapeau-là? D'où ce qui est? Où est-ce qu'il est? J'ai pas d'idée, mais je vais prendre une guess au pays de la Sagouine, de Bouctouche. Il est pas loin. Il est pas loin. Il y a Moncton. Il y a au musée acadien de l'Université de Moncton. Ah, OK. Ouais, je travaille là maintenant. Ça fait tous les jours. Je le vois quand je passe en avant. Puis, Ah, nice. c'est quand même... Pas chance que j'ai eu les 3 premières de correct parce que... je sais, hein? Tu n'arrives pas laissé rentrer un externe que tu viens au Nouveau-Brunswick. Moi, j'ai une question pour toi, Lee. Oui. Oh. Qu'est-ce qu'est le nom de la chanson à Fayot qu'on écoutait dans le vestiaire de high school quand on jouait? Oh. Le mythe du masque à Raymond Saunier. Ah, ça que c'est, oui. Aïe, aïe. Il y avait ça, puis il y avait... C'était Tina Turner le temps que tu étais toi? C'était Ouais, Simply the Best. Simply the Best, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'était notre playoff song, je pense. Ouais. Yeah. On parle de Simply the Best. On est fiers que tu vois The Very Best. Ouais, ben j'apprécie vraiment ça, les gars. On est fiers que ça va bien. Puis on est content qu'on a pu passer La dernière heure et toi. la dernière heure avec toi. Puis on est content que ça va bien. Ben, je vous remercie. Il n'y a pas de problème. Merci à toi, Kevin. Sur nous autres, Yeah. si jamais le monde veut nous contacter, comment est-ce qu'ils peuvent nous contacter, Lee? Ben, ils peuvent nous envoyer un email à ctpacadie@gmail.com. Yep. Ils peuvent subscriber à notre YouTube page à Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Ils peuvent nous searcher sur Facebook. Qu'est-ce que t'en penses? Sur Instagram, qu'est-ce que t'en penses? Sur Spotify. Sur Spotify, Apple Podcasts, partout, juste vous prenez vos podcasts. Sur nous autres, la seule affaire qu'on aimerait vous dire, c'est si vous nous aimez, disez-nous. Puis si vous ne nous aimez pas, ben, disez-nous pas. Pas plus compliqué que ça. Merci encore, Kevin, puis à la prochaine. Merci, les gars. Passez une belle soirée. Nous aussi là. Bye-bye.